Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie. Nouveau numéro de questions d'actu. Et ce soir, nous allons parler de la Palestine. Une véritable crise s'installe, menaçant très sérieusement un processus de paix déjà très fragile. Et à l'origine, une décision américaine de reconnaître Al-Quds comme la capitale de l'occupant israélien. Alors pourquoi cette décision? Que cherche l'administration américaine derrière cette démarche dont le rejet fait l'unanimité de la communauté internationale? Quelles sont surtout les conséquences de cette décision, aussi bien sur le processus de paix que sur la diplomatie américaine qui semble s'isoler et perdre du terrain. Alors pour en débattre, nous recevons ce soir M. Mohamed Belhi. Vous êtes journaliste et auteur. Merci d'être avec nous ce soir. Également avec nous, à vos côtés, M. Amazit Boukhalfa, journaliste et auteur aussi. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Docteur Ali Chekchek, président de l'Union des médecins palestiniens en Algérie, merci d'être avec nous ce soir. Et à vos côtés, professeur Chemsdine Chitour, professeur à Polytechnique et auteur de plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage sur la Palestine que nous allons présenter tout à l'heure. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Mais avant de commencer notre débat, je vous invite et j'invite le téléspectateur à suivre ce compte rendu. Il est signé Manal Boutouaba et on revient juste après. Dans leur résolution publiée, les ministres arabes affirment que les États-Unis se sont retirés comme parrains et intermédiaires du processus de paix au Proche-Orient et demandent que les États-Unis annulent leur décision concernant Al-Quds. Rassemblés au siège de la Ligue arabe pour une réunion extraordinaire, ils ont également appelé la communauté internationale à reconnaître un État palestinien avec Al-Quds Est comme capitale. Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères algérien Abdelkader Messahel a mis en exergue l'impératif d'une action concertée en vue de faire face à cette décision, tout en appelant à la fois la communauté internationale à assumer ses responsabilités à l'égard du peuple palestinien et à mettre un terme à la souffrance qu'il endure depuis l'occupation de son territoire. في ظل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية. Cette décision condamnable et dangereuse constitue une violation grave de la légalité internationale et des décisions onusiennes et une violation sans précédent des lieux sacrés pour les communautés arabes, musulmanes et chrétiennes que constitue Al-Quds Sharif. Mon pays réaffirme sa position claire et son soutien sans faille au peuple palestinien dans sa lutte courageuse et son droit légitime pour fonder son État indépendant avec pour capitale Al-Quds Sharif, selon les frontières définies en 1967, suivant les lois internationales et les décisions de l'ONU relatives à cela. Il est impératif pour la Ligue arabe d'entreprendre une action concertée en urgence et explorer toutes les voies à même de traduire ce refus international en actes destinés à servir les efforts du peuple palestinien pour faire valoir ses droits. Messahel a rappelé que l'instabilité que connaît le monde arabe est intimement liée à l'échec de la communauté internationale à trouver une solution juste, globale et définitive à la question palestinienne. L'initiative du président Donald Trump a donc été unanimement dénoncée et condamnée par la Ligue arabe. Pour rappel, lors d'une précédente réunion des délégués des États membres mardi, avant la décision américaine, l'institution pan-arabe avait déjà mis en garde Washington en qualifiant la reconnaissance d'Al-Quds comme capitale d'Israël d'assaut clair contre la nation arabe. Alors, je commencerai avec vous, M. Belhi. Une décision, le moins que l'on puisse dire, peut-être inattendue pour certains. Qu'est-ce qui a pu pousser Donald Trump, président américain, à prendre une telle décision ? Je pense que ce n'est pas une surprise parce que s'il y a une suite logique de faits, c'est lié d'abord actuellement Trump, il profite d'une situation surtout Proche-Orient. Il y a un délitement général suite au printemps arabe. Et maintenant, c'est un grand boulevard qui s'offre devant les Américains. Et Trump, en fin de compte, il ne fait qu'appliquer une loi votée par le Congrès américain en 1995.
Parce qu'ils profitent d'une situation actuelle où tout est permis. Ce que, à un moment donné, George W. Bush et Clinton, ils avaient refusé parce qu'ils avaient tenu compte d'un contexte politique à l'époque. Ils avaient peur de la réaction du monde arabe. Ce qu'avait fait d'ailleurs à un moment donné Obama, quand il a été à Jérusalem, enfin en Israël, 4 ans après son mandat, il est passé d'abord par le Caire. C'était un clin d'œil, un message envoyé à la communauté musulmane. Vous voulez dire que le contexte arabe actuel est propice à cette... Dire qu'il n'y a plus de monde arabe pratiquement. Il n'y a que les gens qui s'étonnent. Mais on le voit, l'indignation de certains dirigeants arabes, c'est des larmes de crocodile en fin de compte. Mais la réalité aujourd'hui, elle est amère. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est moi ce que j'appelle ça un boulevard. Et Trump n'est pas, on dit que Trump c'est un inculte, non. D'abord il a promis, parce que Trump veut montrer qu'il tient ses promesses. Et il faut se rappeler le voyage qu'il a effectué l'année passée, en mai 2017. Il a été reçu pratiquement comme un messie, d'où la réaction... en Arabie Saoudite. D'abord en Arabie Saoudite, c'était un choix intelligent, enfin de sa part. Hein. C'est-à-dire le fait d'aller vers l'Arabie Saoudite, vers Israël et vers le Vatican. C'est-à-dire un peu séduire les 3 religions. Mais en fin de compte, c'est surtout Israël qui l'intéressait. Et c'était la première fois où un président américain en exercice allait visiter le mur des lamentations, Haram Sharif. C'était quelque chose d'inédit. Parce qu'il y a aux États-Unis actuellement un lobby puissant. Il avait fait un discours quand il était en campagne électorale. Il avait fait un discours devant l'AIPAC, c'est-à-dire la toute puissante agence, le fameux lobby juif sioniste, surtout aux États-Unis. Il leur avait promis qu'il appliquerait pratiquement la loi de 95. Mais promesse électorale, effectivement. Resolution Embassy Act, pratiquement. Donc il y a une logique de fait. Et surtout, c'est favorisé par ce qui se passe actuellement. Il n'y a plus de Syrie, pratiquement, il n'y a plus d'Irak, il n'y a plus de chefs qui résistent, pratiquement. Il n'y a plus de résistance. L'Égypte, maintenant, elle est... Et c'est là où on peut, maintenant, les questions, on se pose des questions. Pourquoi Daesh? En fin de compte, on comprend que Daesh a été poussé pour justement déstructurer le Proche-Orient. On le voit, l'armée, par exemple, égyptienne, elle est maintenant dans le bourbier au Sinaï. Donc neutraliser l'armée égyptienne, c'est-à-dire l'état pivot de l'Égypte, maintenant, elle est neutralisée. L'Arabie Saoudite, c'est une création des Anglo-Saxons, il ne faut jamais l'oublier. Donc les gens s'étonnent alors qu'il y a quelques jours, par exemple, on dit que le roi, le jeune prince Ben Salman, il avait dit qu'il faut s'entendre avec Israël, et alors qu'il a été contredit par son père, le roi. C'est une situation très favorable. Bon, si on se remet aux déclarations officielles, même l'Arabie Saoudite... Je voudrais préciser quelque chose de très important, c'est que tout récemment, Netanyahou, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, aujourd'hui, dans la région, il y a, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, il y a des changements favorables pour Israël, qui n'est plus considéré comme un pays ennemi, mais comme un État, comme un pays allié, même pas ami. Et ça reste bien sûr une déclaration du Premier ministre israélien qui fait partie d'une guerre médiatique que livre Israël au monde arabe. Mais pour rester un peu autour de cette décision, Amazit Boukhalifa, donc on est loin d'une déclaration émanant, entre parenthèses, un tempérament arrogant comme il est décrit dans la presse aussi bien américaine qu'étrangère, mais bel et bien dans un schéma bien structuré et élaboré. Parmi les seules promesses qui ont été faites par Trump, promesses électorales qui ont été faites par Trump, c'était effectivement la reconnaissance d'Al-Quds comme capitale de l'État hébreu. Il n'a pas promis la paix. Il n'a pas promis, il n'y avait dans sa campagne, il n'y avait rien qui puisse dire qu'il va s'intéresser à cette question et qu'il va faire évoluer les choses. Il a parlé d'un accord ultime. Oui, c'est-à-dire, bon, mais seulement, je crois qu'à quelque chose malheur et bon, c'est-à-dire que par cette décision, il disqualifie les États-Unis comme étant une partie, maintenant c'est une partie prenante, c'est une partie qui est engagée du côté israélien, on ne se faisait pas de doute de toutes les façons. Mais seulement, je crois qu'on va enfin
la question palestinienne va enfin se débarrasser de la diplomatie. Parce que c'est la diplomatie qui a pris en charge cette question depuis le processus, disons, particulièrement depuis le processus d'Oslo et avant le processus de Madrid. Donc, à partir de maintenant, les jeux sont clairs. Les jeux sont clairs et chaque pays de la région, même si, comme disait mon ami Belhi, les jeux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de ce qu'on appelait la fraternité, le monde arabe et tout ce dont on se gargarisait, n'existe plus. Le monde musulman a éclaté. Les solidarités entre arabes, musulmans et non musulmans et non arabes ont éclaté. Les solidarités à l'intérieur de l'islam ont éclaté. Il ne reste plus rien. Donc, comme disait Mohamed, c'est un boulevard. Donc, il arrive à un moment, c'est-à-dire on a vu les réactions, d'ailleurs qui sont des réactions mitigées. Ce ne sont pas des réactions. Il n'y a plus la Syrie, il n'y a plus la ligne de front, c'est ce qu'on appelait la ligne de front à l'époque, qui a joué un jeu fondamental dans la résistance à Israël. La diplomatie américaine a été celle c'est-à-dire qu'on a banalisé cette question, on a enlevé à la Palestine le rôle de noyau de tout le Moyen-Orient, de pôle d'intérêt des politiques au Moyen-Orient. Alors, Monsieur Dr Chekchak, vous venez d'écouter un peu les propos de Monsieur Hamazit Boukhalifa. Ne pensez-vous pas que cette décision de Trump redonne un peu de l'importance à la question palestinienne, reléguée en deuxième position par rapport à ce qui se passait dans le monde arabe, où on ne parlait que de printemps arabe et très peu de la question palestinienne? Oui, c'est juste. Les dernières années, la Palestine a été reculée en deuxième ou troisième place dans les intérêts de la population dans le monde en général. Et ça fait partie aussi de ce qu'a dit le monsieur, que la situation arabe, ça a encouragé bien sûr l'Amérique et Israël à accéder, à penser, à déclarer, à prendre ces décisions. Mais je vais ajouter encore à tout ce qu'on a dit qu'il y a d'autres causes profondes, je crois. Et, par exemple, il ne faut pas négliger le profil psychique de Donald Trump. À mon avis, c'est une personnalité paranoïaque qui rêve d'être un héros dans l'histoire et qui rêve aussi d'être héros dans l'histoire d'Israël, d'enregistrer ce nom à côté des prophètes et des messengers, et que ce nom soit enregistré sur à côté de la Bible, par exemple. Et surtout si on sait qu'il y a en Amérique ce qu'on appelle les angéliques, ceux qui croient en ce qu'on appelle le retour du Messie. Oui, le retour de Messie. Et ça, c'est ancien. Et si on sait encore, 80% des angéliques ont voté Trump. Et ça coïncide avec le profil psychique de Trump. Donc, à un moment donné, dans toutes les circonstances, soit convenables dans le monde arabe et en général dans le monde entier, et s'il était encore encouragé par quelques pays arabes, il faut dire ça, c'est la vérité. Donc c'était le moment propice pour déclarer, pour prendre sa décision. Et encore, il était entouré par des personnages qui sont pro-israéliens, Kushner, etc. Oui, donc ils ont des intérêts carrément avec et ça, c'est très important. De comprendre un peu dans la société américaine, ces tendances angéliques qui rêvent du retour de Messie, et ils croient que déclarer Jérusalem, Al-Quds en tant que capitale d'Israël, c'est une condition inévitable pour que le temple soit encore reconstruit et la guerre de Harmageddon encore se déclenche
Et dans ce cas-là, le Jésus-Christ va retourner. Oui, mais c'est véridique. Et c'est ça la politique qui gouverne à notre époque le monde entier. Oui, mais est-ce qu'on peut prendre en considération cette dimension eschatologique, professeur Chemseddine Chitoul, oui, dans évidemment. cette prise de décision Là, vous me tendez la perche, parce que je vais revenir un peu en arrière à la promesse de Dieu. Dieu a promis donc une terre, la terre promise. Mais il faut quand même ne pas jouer sur les mots. Il a promis que les Juifs allaient retourner donc dans la terre d'Israël. Et la terre d'Israël, c'était les deux petits royaumes de Judée et de Samarie. C'est 3 fois rien. Ça n'a rien à voir avec la Palestine en elle-même. Dieu a parlé de la terre sainte, pas de la terre d'Israël. Oui, mais enfin, je dis, parce que le récit national israélien se base là-dessus. Quand M. Netanyahou, hier, était à Paris, il leur a dit « Pourquoi voulez-vous que Jérusalem ne soit pas la capitale d'Israël ?» Jérusalem est la capitale depuis 3000 ans. C'est-à-dire qu'il renvoie à quelque chose où les gens sont perdus. Quand vous allez vers l'irrationnel, vous ne pouvez plus travailler. Il vous met sur un autre fichier et vous ne pouvez pas le suivre. Donc cette dimension eschatologique m'interpelle parce que ce que vous avez oublié de dire, c'est que les Américains, ce qu'ils appellent les white, comment on les appelle les WASP. Voilà, les WASP. Les WASP, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il faut qu'on aide la reconstruction du temple. Exactement. Pour qu'il y ait reconstruction du temple, il faut que Jérusalem devienne juive. Une fois que le temple est reconstruit, il pourra permettre la parousie du Christ, c'est-à-dire le retour du Christ sur terre. Et quand le Christ sera là, les Juifs, ça on ne le dit pas, doivent se convertir au christianisme, sinon ils vont être tous, en quelque sorte, tués. Voilà ce qui est prévu en quelque sorte dans les textes proprement dit. Bon, mais ça c'est la Bible. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant 2000 ans, les Juifs ont été les déicides, c'est eux qui ont tué le Christ. L'Église les a en quelque sorte diabolisés. La venue de Hitler, il n'est pas venu comme ça. Le terrain était propice, c'est l'antijudaïsme du 19e siècle. Donc, si vous voulez, le nazisme n'est pas tombé du ciel. Et tout ceci a amené ce qu'on appelle les massacres de masse. Personnellement, je ne l'appelle pas la Shoah. Ce sont des massacres de masse, c'est vrai, mais au même titre que les Tziganes et les autres personnes qui en ont souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de cela, il y a une légitimité qui a été acquise. Quand on parle des frontières d'Israël, c'est la frontière d'Auschwitz, à savoir qu'il ne faut pas y toucher. Mais plus loin encore, après Dieu, il y a eu Lord Balfour. Pour la seconde fois, il a promis un homme aux Israéliens en 1917, la même année où il y a eu ce fameux découpage du Moyen-Orient, ces accords Sykes-Picot. L'Empire ottoman était en dérive, et c'est là où les pays ont été créés. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Arabie saoudite, c'est une création. L'Irak, c'est une création. Le Liban n'existait pas. Le Liban faisait partie de la Syrie. Et donc ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils ont fait le découpage qu'il faut. Et maintenant, un siècle après, on va tout doucement vers un nouveau découpage. Alors, justement, si vous parlez d'un nouveau découpage, ce qui nous amène à parler, de sortir un peu de ces sentiers de tradition judéo-chrétienne, biblique, eschatologique aussi. Du discours religieux de l'évangélisme. Oui, pour rester justement dans le... Quelle est la symbolique d'Al-Quds en dehors de cette dimension religieuse et culturelle dans la stratégie de la diplomatie américaine ou israélienne? Alors la symbolique par rapport à... Il y a une double symbolique. Il y a la symbolique pour les musulmans, et en particulier pour les Nord-Africains et surtout pour les Algériens. Il y a une symbolique, il y a un attachement. Il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'à un moment donné, surtout le Haï, le Maghariba, c'est la Jérusalem-Est, c'est depuis Sidi Boumediene à l'époque, qui a participé avec Salah ad-Din Ayyoubi.
il y a tout un quartier maghrébin. Donc, les Algériens, quelque part, s'ils connaissent cette vérité, ils vont se reconnaître dans cet aspect-là. Donc c'est une symbolique attachante par rapport aux musulmans, par rapport aux Algériens, aux Nord-Africains, Marocains, Tunisiens, etc. Et puis il y a la symbolique propre aux Israéliens. En fin de compte, ce n'est qu'après 67 qu'il y a un consensus par rapport à Jérusalem. Et si justement on étudie la personnalité de Netanyahou, il ne faut pas oublier que Netanyahou est le fils d'un historien nationaliste, du révisionnisme, sionisme révisionniste. Mais c'est un Ashkénaze, ouais. Son père est un Polonais. Mais ce qui est intéressant, c'est la ligne dure représentée par rapport à Yehoud Barak. Par exemple, à un moment donné, Yehoud Barak, il disait, par exemple, pour le Palestinien, Yasser Arafat, plutôt Mahmoud Abbas, il disait, bon, on va vous donner une petite part, c'est-à-dire Jérusalem, à Abu Dis, où vous êtes bien placé. Et parce que Yehoud Barak était proche de Ben Gurion. Parce que dans l'establishment, les pères fondateurs... Ben Gurion qui ne voulait pas d'Al-Quds capitale de l'État. Bien sûr. C'était Menachem Begin. Et on retrouve le lien entre Begin et Netanyahou. C'est l'aile dure, pour eux, c'est carrément, il faut chasser pratiquement tous les Palestiniens. Le paradoxe, c'est que tous les pères fondateurs du sionisme, vous prenez par exemple Theodor Herzl, vous prenez Weizmann, pour Herzl, il promettait surtout aux chrétiens, il leur promettait quelque part un territoire à Jérusalem. Weizmann, pour lui, se foutait carrément de Jérusalem. Ce n'est qu'après, y compris à un moment donné, même Moshe Dayan, le ministre de la Défense, avant le 67. Pour eux, c'était pas quelque chose d'important. Ce n'est qu'après 67, après 67,